Bienvenue sur ma chaîne, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors comme prévu, on va commencer la série de vidéos consacrée à la construction de votre maison. Donc pour rappel, ces vidéos s'adressent en premier lieu aux particuliers qui souhaitent en connaître plus sur les étapes de construction. Alors pour rappel, moi je suis artisan maçon depuis 2012. Je pratique, je suis maçon depuis 2012. Donc je construis des maisons. Je suis plutôt dans le sud-est de la France, vers Marseille. Alors j'ai déjà construit aussi dans l'Hérault et dans le Var. Alors je ne vous embête pas plus, on va commencer cette vidéo. Alors la première étape, je vais essayer de faire des vidéos qui suivent l'ordre chronologique du chantier. Donc la première étape, le choix du terrain et le terrassement. Alors pour commencer avec le choix du terrain va dépendre de beaucoup de choses et d'un profil à un autre, d'un projet à un autre, le choix du terrain devra être plus ou moins spécifique. Donc pour commencer, déjà, donc, il faut que vous sachiez déjà dès le début votre projet de maison, c'est-à-dire votre profil de maison que vous souhaitez. Vous souhaitez une maison avec étage, une maison en plein pied, alors une maison plutôt moderne avec un toit plat, plutôt traditionnelle, donc avec des grandes ouvertures en quatre pans ou en deux pans, donc au niveau de la toiture. Est-ce que plutôt quel type de façade vous souhaitez? Donc à partir de tous ces éléments-là, vous allez être plus ou moins intéressé par des terrains ou pas. Alors, ça dépend aussi au niveau de la taille du jardin. Si vous souhaitez avoir un jardin de 500, 1000 mètres carrés, en fonction de votre budget, il faudra vous tourner soit à l'extérieur d'une ville pour pas que vous payiez une fortune, parce qu'avec les prix des terrains en ce moment, ça coûte vraiment super cher. Tous ces points-là, toutes ces caractéristiques-là, ces paramètres que vous souhaitez pour votre terrain et votre budget, le ratio, on va dire, paramètres et projet et budget, vont vous amener plus ou moins vers un projet de terrain. Donc, le terrain, il est composé, lors de votre étude de terrain, vous allez devoir regarder l'exposition du terrain au niveau des façades de votre future maison. Est-ce qu'il y a des maisons plus ou moins attenantes ou mitoyennes? Donc, est-ce que le terrain est totalement nivelé, c'est-à-dire totalement plat, ou est-ce que le terrain est en pente, en colline, etc. Donc voilà, tout ça devra être vu. Le PLU de votre terrain que vous trouverez soit au service urbanisme de votre mairie ou bien sur le site internet de votre mairie, de votre commune. Ce PLU va vous aider déjà à comprendre la zone de votre cadastre. Donc, il faudra voir au préalable votre cadastre pour connaître la zone d'urbanisme de votre terrain ou de votre futur terrain. Donc, le PLU va vous indiquer si votre terrain est compatible avec votre projet. Je prends un exemple que j'ai déjà pris lors de ma première vidéo d'introduction. Si vous souhaitez une maison hyper moderne avec des menuiseries en gris anthracite en alu, avec des toits plats ou la tuile ardoise gris anthracite, avec une façade bien blanche, des ouvertures modernes, etc. Ne cherchez pas un terrain qui va être dans un centre ancien, proche d'églises ou de sites anciens archéologiques, etc. Donc, ça va être votre projet ne va pas aboutir. Voilà. Au contraire, voilà, si vous arrivez dans une résidence, dans un lotissement où toutes les maisons sont modernes et que vous venez avec une maison de type traditionnel, plutôt avec voilà, des volets en bois, etc., avec une toiture tradie, etc., et que tous vos voisins ont des maisons modernes, ça risque aussi de bloquer. Donc voilà. Donc, en plus du PLU, vérifiez votre environnement. Vérifiez l'environnement. Il faut que votre maison, elle soit plus ou moins. Après, c'est pas le, faut pas non plus que ça soit des maisons jumelles, mais il faut qu'il y ait une certaine concordance, une certaine logique dans la construction pour pas qu'il y ait voilà, de maisons différentes et que ça soit un peu n'importe quoi au niveau architectural. Un autre point au niveau de l'environnement, au niveau du terrain, vérifiez si votre terrain, pour connaître, même avant de faire l'étude de sol, vous pouvez connaître l'état de votre terrain, les couches, les différentes couches qui composent votre terrain, en allant faire le tour de vos voisins. Donc, si vous avez des voisins qui ont construit dernièrement,
ou si même vous avez de la chance d'avoir des voisins qui sont en plein terrassement, n'hésitez pas à aller voir, à jeter un coup d'œil. Ça vous donnera premièrement l'idée de où se trouve le dur. Donc l'idéal lors d'un terrassement, lors de fouilles de fondation pour une maison. Donc là, on parle bien de fouilles, hein, mais pas que. On y reviendra après. Lors de fouilles ou lors de décaissement, donc si on a besoin de décaisser le terrain pour arriver à un certain niveau, etc., pour correspondre au plan, pour correspondre au permis de construire, on a besoin de gratter. Alors ça peut aller, on peut gratter sur toute la surface 10, 20, 30, 40, 50 cm, ça dépend des projets. Si le terrain est très dur, donc des fois on a des terrains où la roche est apparente, donc là vous avez déjà un ordre d'idée, la roche apparente BRH, donc frais exorbitant. Si dans le cas contraire, le dur est très loin, on peut parler des fois de 4, 5 mètres dans certains cas, voilà, ça sera aussi exorbitant parce qu'il y aura plus de terrassement et plus de béton. Donc il faut vraiment se rapprocher du dur pour avoir une structure solide et stable, hein, c'est la base. Voilà, donc le troisième point du terrain à vérifier, c'est la viabilisation. Ça c'est logique, hein, donc je pense que cet élément, cette information, vous l'aurez auprès du vendeur. Tout ce qui est viabilisation, est-ce que les bornes EDF sont plus ou moins loin, etc., etc. Donc ça, c'est important. Et les servitudes de tréfonds. Si votre terrain n'est pas viabilisé et que, par exemple, l'accès au domaine public et passe par le terrain d'un voisin ou par une servitude de passage appartenant à tous les voisins, etc., vérifiez si vous avez une servitude de tréfonds. Normalement, logiquement, au niveau de la loi française, on est obligé, vos voisins sont obligés de c'est une servitude de tréfonds de fait en fait, hein, ils sont obligés de vous l'accorder. Voilà, donc on continue avec le terrain, la deuxième partie. Alors la surface, on pose souvent la question au niveau de la surface idéale. Alors, il n'y a pas de surface idéale et ça dépend du projet, ça dépend de votre budget et de l'emplacement dans lequel vous souhaitez habiter. Si vous souhaitez plus d'intimité et que votre travail vous permet de travailler à la maison, il faut privilégier loin des villes, c'est-à-dire loin des grandes, des moyennes villes. Dans le centre de la France, on a des zones blanches, hein. On va pas citer, regardez sur Internet les terrains, vous avez des terrains pas chers, constructibles, avec 3, 4, 5 000 mètres carrés. Si vous souhaitez voilà, avoir plus de place. Si par contre vous voulez habiter proche de votre travail et que vous n'avez pas le choix, euh, si votre budget ne vous le permet pas, je pense que au minimum, il faut appliquer une règle de 1 pour 5, c'est-à-dire que pour une maison de 100 mètres carrés habitable, il faut un terrain de 500 mètres carrés. En général, on n'est pas obligé de respecter cette règle, mais pour un minimum de confort, pour un minimum de côté pratique, il faut faire un peu, il faut appliquer cette règle de 1 sur 5. Donc pour 100 mètres carrés d'habitable, un terrain de 500 mètres carrés. Où trouver le terrain? Donc voilà, après, on dit, on ne sait jamais si vous n'avez pas l'info. Donc petites annonces, tout ce qui est application, etc. Application d'annonces, hein, on ne va pas les citer, Le Bon Coin, etc. Les enchères. Donc vous avez des applications d'enchères ou des sites internet. Mettez sur l'App Store ou sur mettez sur votre téléphone enchères immobilier dans le truc d'application là. Ça va vous sortir des applications et des fois on a des bonnes affaires. Agence immobilière aussi, hein, agence immobilière. Et le notaire aussi des fois qui peut vous proposer des terrains notamment agricoles. Voilà, donc j'ai fait vite fait le tour du terrain parce que voilà, moi je suis un artisan maçon. C'est vrai que je peux vous apporter des petits tips, des petites solutions pour vous éviter un peu des futurs problèmes, des futures petites surprises. Mais on va passer sur un de mes domaines de prédilection, le terrassement. Alors, une fois que le terrain est acheté, une fois que voilà, vous avez signé l'acte, que tous les devis sont signés, c'est important, j'en ai parlé durant mon introduction. Une fois que tous vos devis sont signés, une fois que vous avez quasiment tous les intervenants, que vous avez, voilà, que vous savez comment va se dérouler votre chantier, vous commencez. Première chose, l'implantation de votre maison. Donc l'implantation, à partir des plans que vous avez en votre possession, à partir des plans qui ont été donnés à la mairie pour la délivrance du permis de construire, vous allez pouvoir tracer, vous, le maçon, le terrassier. Alors moi, c'est moi qui traçais habituellement, je faisais ça pour mes clients. Je traçais les fondations. Alors on trace les fondations des murs porteurs, des murs importants de la maison.
et des piliers. En fonction de la taille de votre maison, on peut aussi tracer et on peut aussi tracer le mur de refend du vide sanitaire. C'est-à-dire que si le vide sanitaire est est trop large, les poutrelles de plancher donc, devront avoir un appui au niveau du milieu et on sera obligé de créer des fondations avec un mur de refend pour soutenir le vide sanitaire. Ça, à mon avis, le maçon aura cette information, notamment lors de l'étude plancher. Mais voilà, donc il faut tracer les fondations des murs porteurs, des piliers importants et du possible mur de refend du vide sanitaire. Une fois que c'est tracé, une fois qu'on a les piquets qui sont plantés, une fois que le traçage correspond au plan, une fois qu'on a les équerres, que vous vérifiez avec le maçon les équerres, donc que tous les angles de la maison qui ont été tracés ont les équerres, on commence les fouilles de vos fondations. Donc voilà, euh, on commence les fouilles. Une fois que les fouilles sont terminées, encore une fois, vérifiez toutes les longueurs avec le décamètre. Vérifiez encore une fois si le mur de refond du milieu du vide sanitaire est bien placé pour soutenir votre vide sanitaire, votre plancher. Vérifiez les équerres. Regardez sur Google, vous avez des solutions pour vérifier les équerres. Donc 3, 6, 9, c'est-à-dire vous prenez 3 mètres sur un côté, 6 mètres sur l'autre, et il faut que l'hypoténuse fasse 9. La même chose, vous avez 3, 4, 5, je crois. Alors vous avez 3, 4, 5, donc 3 mètres sur un côté, 4 mètres sur l'autre et 5 mètres sur l'hypoténuse. Vous avez des petits chips comme ça, mais vous pouvez regarder sur Internet. Vous mettez hypoténuse, équerre, et ça va vous sortir un peu des longueurs que vous prenez. Il va vous permettre de vérifier, de valider vos gabarits. Donc les piquets, etc. Vous remettez, une fois que les fouilles sont finies de vos fondations, vous remettez les piquets sur les angles importants de la maison. Vous mettez, le maçon met le cordeau, la petite corde. Vérifiez que la corde, alors si les piquets sont mis à l'extérieur du mur, c'est-à-dire que si les piquets correspondent à l'extérieur de vos murs, côté extérieur, il faut que le cordeau ne soit pas tout à fait au milieu de vos fouilles, il faut que le cordeau soit un peu plus à l'extérieur, ce qui est logique. Le gabarit idéal pour une maison, encore une fois, ça dépend. Ça dépend du terrain, ça dépend de l'aspect de la terre, etc. Mais pour un terrain, entre guillemets, normal, avec un dur, avec de la roche à 30, 40, 50 cm, on peut partir sur un gabarit de 50 de large sur 50 de large sur 45, 50 de profondeur, pas plus, hein, jusqu'au dur en fait, hein, jusqu'au dur. Donc voilà, donc le cordeau devra être non pas à l'axe de la fondation si les piquets sont à l'extérieur, mais devra être, si on part sur le principe les fondations font 50, le cordeau devra être à 15 cm de l'extrémité extérieure des fondations. Voilà, donc vérifier tout ça, c'est très important. Il faut vraiment bien vérifier, c'est l'un des étapes les plus importantes de la construction de votre maison. Faudra une fois que, il faudra qu'une fois que les fondations soient coulées, donc on reviendra sur ce point sur une autre vidéo. Une fois que les fondations soient coulées, il faudra que l'agglo, la brique, une fois qu'elle est posée, il faudra qu'elle soit posée bien à cheval sur toute la fondation. Il ne faudra pas qu'elle dépasse d'un côté ou de l'autre, hein. C'est pour ça que je vous dis que cette étape est importante. Donc, une fois que vous avez votre gabarit qui correspond à, à ce que je viens de vous dire, une fois que le dur est visible, la troisième étape du terrassement, ça c'est d'organiser votre chantier. Il faut commencer dès à présent à prévoir toutes les prochaines étapes de votre chantier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de la terre en plein milieu, il ne faut pas que votre chantier soit désorganisé avec des gravats de partout. Voilà, il faut que votre terrain soit accessible. Donc, euh, premièrement, évacuation de la terre s'il y en a trop, si c'est gênant pour les intervenants qui risquent d'être gênés. Création de plateformes. Donc, on peut créer des plateformes pour recevoir les palettes de ciment, d'agglo, de briques, pour recevoir la ferraille, etc., pour la construction de votre maison. Donc, tout ça, faire les plateformes, tout bien préparé. La création d'un accès pour permettre aux livraisons d'être effectuées, donc si possible, hein. Alors, si le terrain est
est trop compliqué à accéder que bon, vous n'avez pas le choix. Mais s'il y a moyen, voilà, de faciliter les choses aux intervenants, voilà, c'est bien. Si c'est facile, gain de temps, gain de temps, gain d'argent. Voilà, donc création d'accès, création de plateforme, évacuation de la terre si c'est gênant. Gardez toujours un peu de terre, ça peut toujours servir pour le remblaiement de votre vide sanitaire ou de votre piscine. Voilà. Donc gardez toujours un peu de terre pour remblayer, soit votre pompe de relevage, etc. On a toujours besoin de terre. On a souvent des clients qui évacuent et qui sont obligés de racheter à la fin pour remblayer leur construction. Voilà, donc en parlant de pompe de relevage, création aussi de... On crée les réservations pour les passages de dégaines sanitaires, etc. Donc à ce moment-là aussi, il est important. Donc on va commencer à préparer voilà, pour les plombiers, pour l'électricien, etc. On va commencer à passer les, euh, voilà, les sanitaires, les PVC. Donc voilà, au lieu pour faciliter aux plombiers et à l'électriciens, pour pas qu'ils ramènent eux-mêmes leur mini-pelle, leur pelleteuse, le terrassier, il est là. L'électricien et le plombier peuvent se mettre d'accord avec lui. Il peut faciliter beaucoup les choses, hein, surtout si sur le compteur EDF, il est un peu loin. Il peut faciliter beaucoup les choses et faire avancer votre chantier. Voilà. Donc, au niveau aussi, on en a parlé tout à l'heure, au niveau de la hauteur du terrain. Donc, certains projets où on est obligé, par exemple, d'enlever au niveau de la surface 20, 30, 40 cm, notamment si le terrain est trop haut et qu'il faut un peu il faut un peu gratter et niveler la surface pour que la hauteur finie de la maison soit en adéquation avec le plan que vous avez déposé à la mairie. Donc, et j'ai fait certains chantiers où on a décaissé 50 cm, 1 mètre. Donc voilà, là, il faut absolument, c'est important, hein, on ne fait pas cette étape-là, on ne la fait pas à la fin du chantier, on l'a fait au début. Donc, adaptez votre terrain en fonction de votre construction. Alors, soit soit si vous voulez une cave, donc il y a certains, ça, en ce moment, c'est la mode, hein, il y a beaucoup de personnes qui font ça, font des caves, donc ils font un étage, quasiment un étage habitable enterré de 2,50, de 2,70. Donc ça, voilà, donc on décaisse, on laisse la réservation pour la dalle. Donc si on part du principe d'une dalle de 20, voilà, donc on laisse 20, 25 en plus de la surface habitable. Si par exemple vous souhaitez un plancher, si vous souhaitez que votre plancher fini carrelé soit quasiment à la même hauteur que votre jardin, c'est aussi à cette étape-là qu'il faut, avec un petit coup de laser, tout niveler. C'est-à-dire que vous comptez votre vide sanitaire plus votre plancher et votre carrelage avec le petit coup de laser et tout. Et là, vous adaptez vos fouilles et votre nivellement à partir de ce niveau-là. Voilà, donc c'est très important. Voilà, donc j'avais envie de parler de ce point. Donc c'est à cette étape-là qu'on prépare ça. Une fois que tout est validé, voilà, j'ai mis remblaiement des ouvrages. Une fois que vous avez construit votre maison, laissez un peu de terre, le terrassier reviendra pour remblayer le vide sanitaire, votre piscine ou votre pompe de relevage. Voilà, donc je vous ai fait un petit résumé. Au niveau du prix du terrain, ça dépend l'emplacement de ce dernier. Si c'est en Île-de-France, c'est pas le même prix que si c'est en Bretagne. Voilà, je vous dis une bêtise. Ça dépend du prix, ça dépend de la localisation, pardon, ça dépend de la taille, ça dépend de beaucoup de choses. Renseignez-vous surtout au niveau des agents immobiliers, je pense qu'ils seront plus à même à vous répondre. L'accès, j'ai mis accès du terrassement, taille de la maison, type de terrassement. Ça, c'est pour le prix du terrassement. Donc, la même chose. Le prix du terrassement, on peut aller du simple au double, hein. Donc, ça dépend de l'accès. Un accès qui est totalement facile au bord de la route, c'est pas comme un accès qui est très compliqué en forêt ou au milieu d'une résidence. La taille de la maison, la même chose, hein. Si le terrassier il fait son devis au mètre linéaire. S'il a 40 mètres linéaires à faire, c'est pas, voilà, c'est pas 200 mètres linéaires, ça n'a rien à voir. S'il y a une piscine, etc. Au niveau du dur, donc si il doit creuser 4 mètres, des fois pour aller jusqu'au dur, hein, c'est déjà vu, ou 20 cm, 30 cm, des fois on a le dur qui est très proche. Alors si vous avez le dur qui est, euh, qui est apparent, il faut quand même que le terrassier gratte la roche, hein. Il faut pas, faut que le béton soit ancré dans la roche. Alors ça, c'est le top, hein. Voilà, donc vous comptez 30-35 cm d'ancrage, hein, donc pour que l'enrobage de votre semelle. On reviendra sur les semelles sur le prochain épisode. Donc le prochain épisode, on fera
collage des fondations et vide sanitaire. Donc, on parlera de la semelle. Donc, il faut que votre semelle soit enrobée entièrement de béton en respectant les normes, etc. Donc, le minimum d'enrobage. Ça dépend le type de terrassement, s'il y a un BRH ou pas. Et ça dépend aussi les prix pratiqués par les entreprises locales. Donc, chaque département, chaque région, chaque commune a son prix au mètre linéaire, son prix de terrassement. Voilà, donc je reviens sur j'ai mis bornage, mais je voulais pas parler du bornage, je voulais parler du traçage. Alors que le traçage des fouilles doit être précis et soigné. Donc voilà, c'est une étape très importante. On a énormément de chantiers où il y a des soucis, où la maison est décalée, pas tout à fait comme le plan. Donc même si la fouille est bien faite, même s'il y a l'équerre, même si on est au dur, des fois, il suffit que la maison soit un peu plus décalée, que voilà, ça ne respecte pas. Et si vous tombez sur des mairies qui sont un peu à cheval sur tout ça, ça risque de poser problème. Donc voilà, vérifier. Souvent, l'architecte ou le dessinateur, il laisse des repères avec des échelles. Voilà, donc vérifiez, etc. avant de commencer. Prenez un angle d'une maison, vérifiez par rapport à l'emplacement, etc. Et vous aurez votre maison qui est idéalement placée. À cette étape aussi, au niveau du terrassement, plusieurs intervenants doivent entrer en contact et en relation pour réussir cette étape. Donc l'électricien, le maçon, le terrassier, le plombier. Le maçon avec le terrassier, ce qui est logique. Donc le terrassier va lui poser la question sur quel type de semelle, etc., quel type de terrassement. Au niveau du plancher, voilà, au niveau de la hauteur du plancher, si le plancher, si on a un vide sanitaire qui est enterré ou qui est aérien, au niveau du plancher, est-ce que voilà, le client souhaite que le carrelage soit quasiment au même niveau que le jardin. Le plombier, il faudra qu'il laisse ses réservations, donc il sera aussi contacté le terrassier. La même chose pour l'électricien. Le fond de la fouille doit être le plus propre possible et le plus nivelé. Donc, même si c'est pas tout le temps facile, parce qu'on la roche, des fois la roche est là, des fois elle n'est pas là. Donc, là, si on a une mur si la maison et le garage sont alignés, donc on a la maison et le garage côte à côte qui forment une façade. Des fois, on a des murs qui peuvent, on a des murs qui vont dans des fouilles de 15 mètres linéaires, 20 mètres linéaires. On peut avoir de la roche à certains endroits et pas à d'autres, hein. Donc des fois, ça fait un peu des vagues au niveau de la fondation. On n'a pas le choix. Peut-être un petit béton de propreté pour niveler tout ça. Mais voilà, il faut quand même que ça soit le plus propre possible et vérifier aussi, il n'y a pas de terre qui tombe. Donc essayer d'éloigner la terre le plus possible des fouilles pour éviter que durant la nuit ou une petite intempérie passagère, que la fondation s'écroule, hein, c'est déjà, ça arrive souvent. Voilà, donc je reviens sur ce point aussi que j'ai beaucoup évoqué dans la vidéo. Vérifiez avec le terrassier et le maçon le niveau du terrain en fonction de votre plan et des hauteurs indiquées. Donc, où la hauteur du faîtage est indiquée sur votre plan. Si, par exemple, vous avez une hauteur indiquée, il faut que la fondation, la fouille de la fondation et votre terrassement soient en totale concordance avec cette dernière, hein. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre un peu des photos des plans pour vous donner l'exemple. Mais il faut que votre fouille soit totalement au même niveau que sur le plan pour que votre vide sanitaire, ainsi que le plancher vide sanitaire, ainsi que par exemple, 2,85 du rez-de-chaussée, plus les 17 ou les 22 de votre plancher d'étage, plus encore les 2,85 et vos combles, plus si vous avez des pignons. Voilà, donc il faut que vraiment au niveau du fêtage, s'il y a 1 ou 2 centimètres, je pense que la mairie, c'est pas embêtant, mais s'il y a 1 mètre d'écart, si vous avez oublié de niveler le terrain et que votre maison est trop haute, ça peut poser problème. Et si vos voisins portent plainte, ça peut aller sur des procédures longues, etc. Et c'est pas le but. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Le prochain épisode sera consacré à la fondation, collage de fondation et le vide sanitaire. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez, voilà, vous souhaitez des renseignements. Je vous laisse mes coordonnées aussi en description si vous souhaitez me contacter, poser des questions, ça sera avec plaisir. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois. Merci, au revoir.